Donc, euh, les noyaux gris de la base ou ganglions de la base consistent en un ensemble de noyaux qui jouent un rôle majeur dans le contrôle des mouvements volontaires. Ce rôle consiste principalement à moduler la sortie vers le cortex moteur pour planifier et exécuter des mouvements harmonieux. Donc, le rôle essentiel des noyaux gris de la base, c'est le contrôle des mouvements volontaires. Donc, on passe à l'organisation anatomo-fonctionnelle. Donc, vous voyez ici la représentation schématique des noyaux gris de la base. On a ici ces noyaux codés. On a ici putamen. On a le globus pallidus. Ici, c'est globus pallidus latéral et médian. Et on a ici le noyau subthalamique et la substance noire. Donc, c'est les noyaux gris de la base. Donc, noyaux codés et putamen, ensemble, on les appelle néostriatomes et ou bien striatomes tout court. Donc, vous voyez ici le noyau codé avec le putamen, donc les deux en noir, constituent ce qu'on appelle néostriatome ou bien striatome. On a le globus pallidus qui est divisé en GPE et GPI, que vous voyez ici. Voilà, globus pallidus externe, le globus pallidus interne. Et on a la substance noire qui est divisée également en deux, la pars reticulata et la pars compacta. Et on a également le noyau sothalamique. Donc, juste une précision, le globus pallidus interne et avec la substance noire reticulata sont ensemble constitués, on les considère généralement une seule structure qui est GPI, globus pallidus interne, substance noire reticulata qui constitue la sortie, qui constitue la sortie ou bien des noyaux gris de la base. Donc, c'est une structure de sortie des noyaux gris de la base. On va voir par la suite les détails. On passe à l'odologie. On commence par les afférences. Le néostriatome, donc quand on dit néostriatome, si on a dit le codé et putamen. Je reprends rapidement. Codé putamen, c'est néostriatome. Vous voyez ici en noir. Donc, le néostriatome reçoit des afférences corticales de tout le cerveau. Ces afférences excitatrices sont glutamatergiques, c'est-à-dire qu'elles utilisent le glutamate comme neuromédiateur. Il y a également des afférences thalamiques, également glutamatergiques, excitatrices également, et des afférences mésencéphaliques viennent principalement de la pars compacta du locus nucleus, vient de la substance noire. Donc, on parle d'afférences corticales, des afférences thalamiques et des afférences qui viennent de la substance noire pars compacta. Un petit détail pour ces dernières afférences mésencéphaliques, c'est que ces neurones sont dopaminergiques et ils excitent la voie directe par des récepteurs dopaminergiques
du 1 et inhibe la voie directe par des récepteurs dopaminergiques D2. Donc, on va voir les détails par la suite. L'action de cette excitation, on va détailler la voie directe et indirecte et comment la substance noire agit au niveau des deux types de récepteurs. Bien sûr, la passe et la passe compacte. Donc, on voit ici, si vous voyez ici, c'est le néostriaton. Donc, il reçoit des afférences, vous voyez, corticales dans le cortex qui sont excitatrices. Il reçoit également vous m'entendez? Envoie-moi un message, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Je ne sais pas pourquoi il a arrêté le partage. Donc, le néostriaton, on a dit qu'il il reçoit des afférences du cortex, du thalamus excitatrice, mais également des afférences de la substance noire pars compacta vers le néostriaton. Et donc, agir, on a dit, sur la voie directe et indirecte, soit, donc, on va les détailler par la suite. Donc, il excite la voie directe et inhibe la voie indirecte. Donc, on va passer aux connexions internes. C'est là où on va détailler la voie directe et la voie indirecte. Donc, les connexions internes sont organisées en voie directe et voie indirecte. Donc, pour la voie directe, les neurones de projection GABAergique du néostriaton se projettent directement sur le globus pallidus interne et sur la partie réticulaire du locus niger. Donc, le néostriaton ne présente pas d'activité spontanée, mais c'est-à-dire il se projette donc sur JPI, substance noire réticulata, puis on a dit que ces deux sont constitués comme une seule, considérés ou bien considérés comme une seule structure. Donc, le globus pallidus interne, la substance noire réticulata, représente la cible finale des noyaux gris centraux avant le thalamus. Donc, ces deux noyaux GABAergiques ont un puissant effet inhibiteur sur le thalamus. Donc, ces deux noyaux entraînent une inhibition du thalamus. Et c'est des puissants inhibiteurs. Donc, puis le thalamus fournit des projections excitatrices importantes sur le cortex cérébral. Et on voit au passage des projections sur les noyaux gris de la base. Donc, ce noyau spontanément actif. Notez que le thalamus, il est spontanément actif avec des projections vers le cortex cérébral. Donc, il a une action excitatrice sur le cortex frontal, particulièrement l'aire motrice supplémentaire. Donc, notez que le thalamus présente une activité spontanée, c'est-à-dire sans stimulation. Si on enregistre si on fait un enregistrement au niveau du thalamus, on trouve que
les neurones du thalamus qui se projettent sur le cortex cérébral présentent une activité spontanée, c'est-à-dire se décharge tout seul. Donc, si la voie directe, si on résume ici, vous voyez le schéma, ici c'est le cortex qui a une excitation ou bien qui envoie des afférences des striatons glutamatergiques. On a ici la voie directe que vous voyez ici. Donc, on a parlé, c'est des striatons vers le globus pallidus interne, substance noire réticulata, et de ces deux noyaux vers le thalamus. Donc, on a parlé qu'ils ont un effet inhibiteur sur le thalamus ou bien un effet puissant inhibiteur sur le thalamus. Donc, ils sont également donc, GABAergiques. Et on a parlé que le thalamus a une activité, que vous voyez ici, donc, spontanée sur le cortex cérébral. Donc, le thalamus a une activité spontanée. Donc, la voie directe, c'est des striatons vers GP, globus pallidus interne, substance noire réticulata, et de ces deux noyaux vers le thalamus et du thalamus vers le cortex. C'est ce qu'on appelle la voie directe. Est-ce que c'est clair pour la voie directe? On passe pour qu'on passe à la voie indirecte. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, cette voie donc, entraîne, désinhibe le thalamus quand elle est mise en jeu. Il renforce donc l'activité corticale ou bien l'activité thalamo-corticale. Donc, quand cette voie est activée, entraîne une désinhibition du thalamus. Ça veut dire une désinhibition du thalamus. Donc, quand elle est activée, donc, les neurones des striatons qui se projettent vers le GPS, substance noire réticulata, entraînent une inhibition du noyau. Donc, ces deux noyaux n'entraînent pas l'effet inhibiteur. Donc, inhiber l'inhibition, si on parle de désinhibition. Donc, le GPI, substance noire, effet inhibition sur le thalamus. Par contre, l'activation de la voie directe, donc, par l'effet sauce des striatons vers ces deux noyaux, globus pallidus, substance noire réticulata, donc, entraîne l'inhibition de ces deux noyaux. Et donc, le thalamus, on a dit qu'elle a une activité spontanée. Donc, on aura des activations des neurones du noyau ou bien inhibition des neurones qui viennent des GPI, substance noire réticulata. Et donc, le thalamus, ici entraîne augmentation de l'activité thalamo-corticale. Donc, ou bien l'activité corticale. Donc, c'est-à-dire c'est l'effet de la voie directe. C'est OK pour la voie directe. L'effet de la voie directe, c'est OK. C'est compris qu'est-ce qu'elle fait la voie directe. Donc, si elle désinhibe le thalamus, elle renforce l'activité corticale. D'accord? On passe donc maintenant à la voie indirecte. La voie indirecte, elle passe par une boucle palido-thalamique, c'est-à-dire les neurones GABAergiques de projection d'iniostréatons se projettent sur le globus pallidus externe. Le globus pallidus externe GABAergique se projette sur le noyau sous-thalamique
et des noyaux sous-thalamiques fortement excitateurs a pour cible le GPI. Et le GPI se projette, bien sûr, sur le thalamus. Et le thalamus se projette sur le cortex cérébral. Donc, si on parle de la voie indirecte, donc vous voyez ici, c'est des striatomes vers le globus pallidus externe, des globus pallidus externe vers le noyau sous-thalamique vers le globus pallidus interne, globus pallidus interne, des globus pallidus interne vers le thalamus. Donc, c'est la voie indirecte. À noter que l'action des striatomes sur le GPE, elle est inhibitrice GABAergique. Des GPE sur noyau sous-thalamique, également inhibitrice GABAergique, mais par contre, l'action du noyau sous-thalamique sur le GPI, c'est une action, c'est une excitation glutamatergique. Notez ça, donc, c'est une action glutamatergique avec, c'est-à-dire stimulation et n'est pas inhibition. Donc, cette voie indirecte, elle désinhibe le noyau sous-thalamique quand elle est activée. Le noyau sous-thalamique renforce donc l'inhibition du thalamus par le GPI et cela réduit donc l'activité thalamo-corticale. Donc, l'activation de cette voie, en détail ici, on revient. Donc, lorsqu'il y a une activation, on train d'inhibition de noyau sous-thalamique. Donc, l'activation des neurones du striaton entraîne l'inhibition des neurones du GPE qui inhibe donc le noyau sous-thalamique. Donc, le noyau sous-thalamique fonctionne avec fonction d'excitation sur le GPI et donc le GPI entraîne l'effet inhibiteur du thalamus et donc réduit l'activité thalamo-corticale. Donc, c'est l'effet ou bien l'action de la voie indirecte. Donc, ça laisse le noyau sous-thalamique travailler, excite ces deux noyaux, c'est le GPI plutôt. Le GPI a un effet inhibiteur sur le thalamus et donc ça entraîne une réduction de l'activité thalamo-corticale. Donc, les différences, donc le GPI et le substance noire réticulata se projettent sur le thalamus avec les différentes parties du thalamus. C'est le noyau ou bien les différents noyaux du thalamus, c'est noyau ventral antérieur, noyau ventral latéral antérieur et noyau dorsomédian et également le noyau intralaminaire. Donc, c'est ça pour les deux voies et des différences du noyau gris de la base. Donc, on passe aux pathologies extrapyramidales. Je pense que il ne nous reste pas beaucoup de temps. Est-ce que je peux continuer? Donc, pour les pathologies extrapyramidales, on va parler de maladie de Parkinson, donc qui est une atteinte de la substance noire compacta. On a dit tout à l'heure que la substance noire compacta exerce un effet sur la voie directe, stimule la voie directe et inhibe la voie indirecte. D'accord? Donc, la substance noire passe compacta quand il y a une atteinte de ce noyau. Donc, il n'y aura pas de stimulation de cette voie directe. Et donc, on trouve le globus pallidus interne, substance noire réticulata, entraîne un effet excitateur sur le thalamus, plutôt inhibiteur sur le thalamus. Également, si la substance noire compacta n'inhibe pas la voie indirecte, donc on ne traîne pas l'inhibition
de ce neurone, des striatomes. Donc, ceci entraîne l'activation de ces neurones que vous voyez ici et donc l'inhibition des globus pallidus externes. L'inhibition des globus pallidus externes donc laisse le noyau sous-thalamique travaille, donc augmente l'activité qu'on a dit qu'elle est excitatrice glutamatergique et donc par l'inhibition ou bien la stimulation de la voie directe, pardon. Donc, à noter que donc, on voit ici, donc si la voie, donc si le récepteur D1 et si le récepteur D2. Donc, lors de l'atteinte de maladie de Parkinson, donc les noyaux de sortie, les noyaux gris de la base, JPI, substance noire réticulata, exerce un effet inhibiteur important sur le thalamus et donc diminue l'activité thalamocorticale et ce qui entraîne une akinésie, une rigidité, une hypertonie plastique. Il y a également, lors de la maladie de Parkinson, également un tremblement. Donc, par l'atteinte de la substance noire compacta, donc, il y a donc l'action, c'est de stimuler la voie directe. La voie directe ne sera pas stimulée parce qu'il y a une atteinte. Et la voie indirecte ne sera pas inhibée. Donc, c'est le mécanisme de la maladie de Parkinson. Donc, je reprends, je répète, il n'y a pas d'action sur la voie directe. Donc, les neurones des striatomes n'exercent pas un effet inhibiteur sur les noyaux. Par contre, la voie également indirecte, elle ne sera pas inhibée et donc elle entraîne l'activation du noyau sous-thalamique qui entraîne l'excitation du noyau globus pallidus interne, substance noire réticulata. Donc, ici, le produit final toujours, il n'y a pas d'inhibition de la voie directe sur les deux noyaux et il y a une excitation de la voie indirecte sur deux noyaux. Donc, le résultat final, c'est une augmentation de l'inhibition sur le thalamus et donc diminution de l'activité thalamocorticale, ce qui entraîne la kinésie et la rigidité qu'on trouve et l'hypertonie plastique qu'on trouve lors de la maladie de Parkinson. On parle également d'une maladie, ce qu'on appelle le balisme, ou bien parfois, si unilatéral, l'hémibalisme, si l'atteinte est au niveau du noyau sous-thalamique. Donc, par le même mécanisme, on voit que la voie directe, elle est activée. Donc, il y a une activation, stimulation des neurones du striatum sur le JP et substance noire réticulata. Vous voyez ici une augmentation de l'activité de ces neurones, ce qui inhibe ces deux noyaux JP et substance noire réticulata. Par contre, vous voyez ici, donc, la voie indirecte, donc une atteinte, l'atteinte elle est au niveau du noyau sous-thalamique, donc il n'y a pas d'excitation des pseudo-noyaux globus pallidus interne, substance noire réticulata. Et donc, vous voyez que ces deux noyaux seront inhibés par la voie directe et donc ils n'ont pas d'effet sur le thalamus ou bien n'entraînent pas l'inhibition du thalamus et donc
Le thalamus, donc, quand il n'y a pas d'inhibition, si on a dit qu'elle a une activité spontanée, donc, si l'augmentation de l'activité, donc ça renforce beaucoup l'activité thalamocorticale et ce qui est responsable de mouvements anormaux avec hypotonie. Donc, on passe également à l'écorie d'Huntington ou bien dans la maladie d'Huntington, là où il y a une atteinte au niveau de striaton. Donc, c'est la même chose. La voie directe inhibe les deux noyaux et la voie indirecte, donc par atteinte des striatons, la voie indirecte, elle ne sera pas inhibée. Et donc, vous voyez, l'action entraîne une inhibition du noyau sous-thalamique. Le noyau sous-thalamique n'excite pas les globus pallidus internes. Et vous voyez, donc, le thalamus ne sera pas inhibé si ça augmente également l'activité corticale avec des mouvements anormaux, hypotonies. Et on trouve également lors de cette maladie une démence progressive, donc par atteinte des noyaux codides, c'est-à-dire